Bonsoir à tous et merci d'être avec nous sur les antennes du groupe Label Média, composé de Label Radio, de Sunu Label, la chaîne au cœur du Sénégal, et de Label Télévision, votre chaîne panafricaine internationale. Vous êtes bien à Tribune du Mardi, qui a décidé aujourd'hui de s'interroger, de se poser la question suivante. Le Sénégal veut-il basculer? Quand on regarde, quand on scrute les horizons, quand on essaie de jauger l'atmosphère qui prévaut en ce moment, cette question s'impose. Eh bien, c'est de cela qu'il va s'agir dans Tribune du Mardi aujourd'hui. La question que nous nous posons, je vous la rappelle, c'est le Sénégal veut-il basculer? Et pour en débattre, nous avons deux invités. Monsieur Siressi, qui est président du think tank Africa Worldwide Group. Bonsoir. Bonsoir, M. Jean. Comment ça va? Ça va bien, merci. Et vous? Ça va bien. Est-ce que on est crispé au Sénégal? Est-ce qu'on peut le dire de cette façon? Est-ce qu'on doit craindre quelque chose? Absolument, absolument. On pourrait même dire qu'il y a de la tension dans l'air, eu égard aux positions des uns et des autres. Si on en arrive à ce que le fait de remporter la Coupe d'Afrique des Nations n'a pas pu apaiser les tensions, apaiser les cœurs, rabaisser un peu le thermomètre au niveau de la classe politique, si malgré nos points de croissance n'ont pas aussi fait oublier, disons, la gronde sociale. Si le Sénégal vit un peu de l'extérieur, vous avez un peu l'impression que c'est un pays qui est en travaux, un pays qui est en route, pour parler comme le philosophe danois Karl Jasper. Mais malgré tous ces points embellissants, c'est comme qui dirait le feu couve quelque part. Ça veut dire que jamais la société sénégalaise n'a été une société divisée, dont le baromètre reste la politique en soi, avec une population sénégalaise qui reçoit le contre-coup de la crise en Ukraine, qui font qu'aujourd'hui, on peut dire qu'on est face à des incertitudes sur le Sénégal. Donc, un grand point d'interrogation. Notre deuxième invité, c'est M. Mamadou Ndiaye, qui est informaticien, mais qui est surtout président d'un parti politique. Il est le président du Parti républicain démocrate du Sénégal. Bonsoir, M. Ndiaye. Bonsoir, M. Aboké. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Ressentez-vous la température qui prévaut actuellement au Sénégal, comme M. Siressi, élevée? Effectivement. Je dirais que le feu couvre dans notre pays. Et les raisons, je pense que ce sont des raisons qui sont simples et visibles. Aujourd'hui, avec l'incertitude qui prévaut au niveau, par exemple, de l'espoir que les gens ont pour régler leurs propres problèmes, avec les différents crimes, la violence qui sévit à travers le pays, mais aussi avec les difficultés économiques liées à la mondialisation de notre économie. Je pense qu'on ne peut pas ne pas se poser des questions sur l'avenir du Sénégal en particulier, et celui Alors d'accord, de on l'Afrique peut en se poser général. des questions, mais est-ce que vous n'exagérez pas, hein, mes deux invités, en disant que le feu couvre? Est-ce que ce n'est pas trop alarmiste? Non, je ne pense pas que ça soit trop alarmiste. Si on se réfère au passé, le Sénégal, c'était je pourrais dire un havre de paix. C'était rare quand même de voir des incidents comme des personnes qui ont tué, des crimes à tout moment, à travers la société sénégalaise, que cela soit en ville ou bien en campagne. Je pense qu'il y a des difficultés qu'on ressent et qui s'expriment à travers des actions que nous n'avons pas l'habitude de vivre. Donc je pense que ça, c'est des faits, c'est un constat, ce n'est pas une question, c'est pas quelque chose sur laquelle on cogite, on réfléchit ou bien on invente, non, c'est des faits qu'on vit actuellement dans ce pays. Ok. Alors, le crime, c'est vrai que quand on lit la presse
sénégalaise, hein, chaque jour pratiquement. Il y en a un peu partout, les viols et tout ça, les violences faites aux femmes. Comment on peut justifier cela? Ça vient de quoi? Un malaise social? Peut-être les conséquences d'une cause, disons, déjà lointaine et d'une cause ou des causes, disons, proches. Pour ce qui relèverait, à mon avis, des causes lointaines, il faut l'arrimer avec ce qu'on appelle les plans d'enrichissement structurel qui ont fini de... Vous nous ramenez dans les années... Ah oui, 90 déjà, 90, très bien. ouais. Et puis quand on est dans le cadre de fonctionnement d'un État, de l'évolution des peuples, les changements, vous semez une graine, mais les changements, c'est dans 20 ans, 30 ans, les grandes mutations. Quand nous sommes à l'échelle d'évolution d'une nation dans sa trajectoire historique. Donc, il ne faudrait pas écarter toutes les conséquences douloureuses de ce qu'on a appelé les plans d'ajustement structurel, qui, en définitive, ont fini par désarticuler, désaxer, voire même déshumaniser tout ce qui restait en nous d'Africains et d'humains quelque part. Les premières causes lointaines, on ne peut pas ne pas... C'est vraiment une cause assez lointaine. Hein? Assez lointaine, mais qui a ses répercussions, parce que c'est en fait les enfants de cette période-là qui ont grandi aujourd'hui, en fait. Ce sont les enfants des années 90, voire 80-90, qui sont aujourd'hui les trentenaires, qui sont aujourd'hui quarantenaires, etc. L'autre tournant, c'est un peu ce qu'on appelle les conséquences d'une mondialisation très déséquilibrée, disons-le comme ça, avec des termes de l'échange très détériorés, des termes de l'échange qui font que pratiquement nous avons toutes les potentialités et toutes les conditions d'être heureux, de pouvoir vivre en paix, mais malheureusement la répartition des richesses, les actes qu'il faut poser en avant font que pratiquement les Africains sont devenus les dindons de la fosse. Et la cause sous-jacente à la cause lointaine, c'est la politisation de nos sociétés africaines. Ça veut dire que la forte politisation qui fait qu'aujourd'hui, nos pays africains traversent des crises multiformes, à telle enseigne qu'il y a une forme de cristallisation et de crispation de la chose politique qui font que c'est le carrefour de toutes les formes de contestation, le carrefour de toutes les formes de malaise, parce que comme les autres secteurs ne marcheraient pas ou bien ne marchent pas comme ils devraient marcher, le raccourci, très bien, le raccourci pour pouvoir gérer certaines contradictions semble être le champ politique, qui fait qu'il y a un embouteillage dans le champ politique avec ses crises et ses contradictions internes, à telle enseigne que quand une société ne parvient pas à bien gérer ses crises politiques, disons électorales, et ça forcément rejaillit sur l'ensemble. Et je pense que c'est le cas typique du Sénégal. Monsieur Ndiaye, vous avez entendu Monsieur Siressi le dire, la politique c'est donc le raccourci pour se réaliser. C'est peut-être pour ça que de plus en plus de gens s'y engagent, et c'est pour ça que les batailles sont féroces. Oui, bon... alors que normalement on vient à la politique pour essayer d'améliorer les choses. Oui, ça c'est en quelque sorte. Moi j'ai toujours défini la politique comme toute activité dont l'objectif, la finalité, c'est l'amélioration des conditions de vie des populations. Ça c'est la théorie. Maintenant vous, en tant qu'homme politique. Ça c'est ma définition personnelle. Les gens parlent de la définition de la politique comme étant l'art de gérer la cité. Mais ce que je rejoindrai un peu M. Si, parce que si on regarde aujourd'hui dans la société sénégalaise, les conditions de vie sont extrêmement difficiles. Est-ce que c'est ça qui amène le crime, par exemple? Ah, mais effectivement, le viol. Quand tu n'as pas peur d'aller en prison, et peut-être même tu penses que c'est mieux d'aller en prison parce que là-bas au moins on va te nourrir. Parce que aujourd'hui il y a des gens qui se réveillent le matin, le petit déjeuner c'est un luxe pour eux. S'ils ont trop mangé, c'est peut-être un repas dans la journée. Hein? Et des fois, ils ne l'ont même pas. Celui-là n'a pas peur
d'aller agresser quelqu'un afin d'avoir quelque chose qui lui permettra de mettre quelque chose sous la dent. Mais la violence faite aux femmes, le viol... Tout ça, cela fait partie. C'est le vent du désespoir qui amène les gens à se livrer à n'importe quelle activité. Et je dis, souvent, quand on n'a rien à faire, quand on a peur de rien, est-ce que vous voyez, on cherche souvent à assouvir certains instincts. C'est le cas des jeunes. J'ai entendu beaucoup de gens dire que les jeunes sont devenus agressifs. Parce qu'ils n'ont rien à faire. Ils cherchent du boulot, ils n'ont pas de boulot. Qu'est-ce qu'ils ont à faire? Ils n'ont rien à faire. Et quand c'est comme ça, qu'est-ce qu'il leur reste? Que peuvent-ils faire pour assouvir certains destins, certains instincts du moins? Et je pense que les histoires de viol peuvent quand même être classées dans ce groupe d'incidents qui se passent dans la société. Vous avez entendu parler du phénomène porte-à-pote? Oui, effectivement. Quelle est votre réaction en tant qu'homme politique? Surtout qu'il y a des Sénégalais, des Sénégalaises qui sont cités. Oui, effectivement. C'est un phénomène qui est douloureux à vivre. Franchement, parce que c'est une façon, effectivement, pour moi, la façon dont je vois ça, c'est une façon de vraiment de rabaisser la personne humaine, surtout quand elle n'est pas de votre race. Et je pense que ce qui se passe à Dubaï, ce qu'on fait avec nos sœurs africaines, je ne pense pas qu'ils vont le faire avec leurs sœurs arabes. Et je dis que là, il y a problème. Maintenant, il faut aller chercher, on n'a pas besoin d'aller chercher loin pour connaître, pour savoir ses raisons. Et moi, je dirais tout de suite que nous avons une crise de valeur où aujourd'hui, ce qui importe aujourd'hui, c'est l'argent. L'argent est la clé de toutes les portes. Parce que ces femmes-là, nos sœurs qui sont aujourd'hui à la merci de ces milliardaires, elles le sont parce que certaines d'entre elles, du moins, peinent à trouver de quoi manger. Certaines d'entre elles peinent à s'habiller. Entre ça et basculer dans ce phénomène, il y a quand même une marge. Oui, mais tout dépend du niveau d'abstention. L'école, ça ne marche plus. L'éducation familiale également. Effectivement. Je dirais qu'il y a un problème parce que quand on regarde l'éducation dans sa globalité, il y a l'instruction et l'éducation. L'instruction se passe à l'école, l'éducation se passe à la maison. Aujourd'hui, vous avez des parents, des pères de famille, qui quand ils quittent la maison le matin, ils ne rentrent pas jusqu'au soir, tard la nuit. Hein? De sorte que quand ils arrivent, ils vont trouver les enfants couchés, parce qu'ils n'ont pas de quoi donner à manger. Donc, mais c'est les conditions de vie aujourd'hui qui l'imposent. Hein? On part au travail, on revient le soir. On part le matin, on revient le soir. Il y en a qui ne travaillent pas. Ils ne sortent pas parce qu'ils vont travailler. Ils sortent parce qu'ils espèrent pouvoir trouver quelque chose pour amener à la maison. Et s'ils ne trouvent pas, ils ne rentrent pas. Ou bien ils rentrent très tard au moment où ils vont trouver la famille en train de dormir. Je pense que ça, c'est des phénomènes, c'est des choses qui sont dues, si vous voulez, à la précarité de la vie dans ce pays-là. Et ce n'est pas ici seulement, même dans d'autres pays. Mais on ne peut que parler de et ça, on le voit même dans les pays développés, oui. N'est-ce pas? Non, effectivement. Oui. Effectivement, peut-être que c'est à un degré moindre dans les pays développés, mais chez nous, ça commence à devenir, par exemple, une habitude, une chose que nous vivons au quotidien. Et je pense que tout ça ne fait qu'engager, par exemple, ceux qui sont ici au pouvoir. On a l'impression qu'il y a une bombe qui se met en place, une sorte de bombe. Non, mais effectivement, il y a une bombe et nous prions le bon Dieu pour que cette bombe n'éclate. Ok. Alors, M. Siré, il y a quelqu'un qui a dit la jeunesse, c'est vrai, c'est une richesse, mais si elle n'est pas occupée, on a entendu tout à l'heure M. Ndiaye le dire, si elle ne va pas bien à l'école, si elle n'est pas bien éduquée, eh bien, les jeunes deviennent une bombe qui peut exploser au visage de tout le monde. Absolument. Et c'est comme ça que vous expliquez le phénomène porte-à-pote, la violence, les viols, l'agression, l'agressivité au niveau des jeunes. Mais il faut dire que, disons que la violence, elle est inhérente à la nature humaine, hein, quelque part. L'homme, comme l'enseigne la philosophie, c'est un animal politique aussi, quelque part, parce qu'il est de l'homme
une dimension de la bestialité quelque part, de l'animal, l'homme qu'il est, mais aussi de l'esprit, de l'état d'esprit, etc. Et qu'en tout temps et en tout lieu, il y a cette confrontation-là chez l'homme et en l'homme, que la raison puisse toujours l'emporter sur le côté animal de zone politicone qu'il est, pour parler comme un peu les latins. Donc la violence, elle est inhérente. Tout le défi, le challenge, c'est comment canaliser, orienter cette violence-là vers peut-être des énergies positives, disons-le comme ça, ou à la limite contenir c'est la violence destructive. À mon avis, ce que l'on constate ces dernières années sur le continent africain, et au Sénégal particulièrement, l'une des choses qui les caractérise reste, à mon avis, l'immigration clandestine. Il y a des formes d'agression, des violences faites contre les femmes, mais l'élément centralisateur ici me semble être l'immigration non contrôlée. Vous savez... comment on met ça par rapport absolument. à la liberté de circuler faciliter de circuler aujourd'hui au sein de la CEDEAO? Tout à fait. En fait, il y a deux choses dans cette affaire-là. La première chose, elle est relative à ce que la pauvreté en soi ne saurait expliquer tout. Parce que l'être humain est traversé par la pauvreté. Quand on vient au monde, c'est un dénouement de pauvreté extrême qu'on vient au monde. Et quand on quittera de ce monde-là, c'est la même chose. Donc, comme on dit les Wolofs, ragonne-moi pauvreté. C'est-à-dire, j'ai pas peur de la pauvreté. La pauvreté ne signifie... Parce que la pauvreté n'est rien d'autre qu'un état qu'il faut travailler à dépasser. Maintenant, le plus problématique dans ça, c'est le fait de perdre espoir. C'est ça qui est un drame social. Et que c'est ça qui pourrait expliquer quelque part le phénomène d'immigration, c'est ça qui pourrait expliquer le phénomène des agressions, etc. C'est-à-dire que quand une société en arrive à une dimension où sa population, sa jeunesse, sa partie la plus exposée, la plus dynamique, la partie la plus prometteure, en arrive à perdre espoir jusqu'à en arriver à prendre des risques fous, je le dis comme ça, parce que tout le monde sait qu'en temps normal, très bien, tout le monde sait qu'en temps normal, c'est pas une pirogue avec une pirogue qu'on doit traverser l'océan. Tout le monde sait qu'en temps normal, quand vous voulez agresser quelqu'un, quand on vous prend, c'est le lynchage populaire, vous risquez votre vie. Donc le niveau de risque et le niveau de gain est tellement disproportionné que ce n'est pas la pauvreté qui explique ce phénomène-là, mais c'est le fait de perdre espoir, de désespoir. Et à mon avis, c'est là où nos pouvoirs politiques, nos États, que nous-mêmes, nos sociétés, ont échoué par rapport à notre jeunesse, de ne pas lui offrir des possibilités et des perspectives, de croire que c'est encore possible, de croire qu'ils peuvent se réaliser et que de croire que la seule manière pour eux de pouvoir se réaliser, et c'est forcément d'exercer une forme de violence, disons, inouïe avec toutes les conséquences. En tout cas, la classe politique, comme toutes les sociétés africaines, devront travailler, non pas à lutter contre la pauvreté, un terme galvaudé, mais à travailler à donner de l'espoir tout court. Ok. Alors, il faut dire que malgré tout ce que vous avez dit, M. Ndiaye, M. Siressi, on peut dire que le peuple sénégalais a eu quand même l'occasion d'être heureux. Pendant longtemps, pendant de nombreuses années, le Sénégal s'est mis à poursuivre un objectif. Et puis en 2022, cet objectif a été atteint, c'est la Coupe d'Afrique des Nations de football. On a vu l'explosion de joie qui s'est emparée de ce pays. On voudrait vous faire revivre quelques instants de ce moment. Avant de commencer mon allocution, je vous prie d'observer une minute de silence et de prière à la mémoire des personnes décédées dans les mouvements de foule liés à la CAN, y compris hier à l'occasion de l'accueil des Lions. Il y a eu des blessés graves, dont certains sont malheureusement décédés. On a compté 3 ce matin à l'hôpital principal
de Dakar. Nous prions pour le repos de leur âme et souhaitons prompt rétablissement aux blessés. Ce trophée, objet de tant de passion, de tant de convoitise, nous l'avons en effet tant désiré, nous en avons tant rêvé, comme plusieurs générations avant nous, et l'inégalable Abdoulaye Diaw vient de nous en donner un bref aperçu historique. Merci beaucoup, grand Abdoulaye. Le rêve, dit-on, est une réalité en construction. Nous avons rêvé de la coupe. Vous avez construit ce rêve et vous l'avez réalisé. Alors voilà donc, début février, le Sénégal s'empare de la Coupe d'Afrique des Nations de football. Grand moment de liesse, mais aussi grand moment de rassemblement. Le peuple sénégalais s'est retrouvé et on a vu, aux côtés du président Macky Sall, tous les partis politiques, l'opposition, le pouvoir, etc. Et donc, et là, tel qu'il parle, la voie est ouverte pour l'espoir. Absolument, absolument. Oui. En tout cas, il en avait profité à l'époque pour appeler à l'unisson, à l'union. Et ils sont tous venus tous ceux qui étaient sur la place de Dakar. Voilà, mais je pensais à l'époque, au risque de me tromper, que celui vers qui l'adresse était beaucoup plus visé, me semble-t-il, c'était un certain Ousmane Sonko. Mais il n'était pas sur place à Dakar. Voilà, il n'était pas sur place. Et par extension, Yewwi Askan Wi, parce qu'il y avait... Mais bon, les autres membres étaient venus parce que, n'oubliez pas qu'on venait de sortir de l'histoire de mars, là, de 8 mars 2021. Donc, il y avait une forme de radicalité des deux camps. Ce n'était pas seulement l'opposition qui était radicale, mais le parti pouvoir aussi était radical. On est dans une forme de radicalité entre les deux camps. Alors, il m'a semblé que c'est une bonne chose en soi, en tant que chef d'État, président de la République, de saisir, très bien, de saisir des moments opportuns. Et ça, ces moments-là en font partie. C'est souvent, vous savez, dans la vie des nations, c'est extrêmement important d'avoir des moments joviaux comme ça, parce que ces moments-là sont de nature à ressouder un peu le tissu social, à remobiliser un peu les énergies, à renforcer la cohésion sociale et voire même à bonifier, disons, l'unité nationale. Un peuple, une nation a besoin de vivre ces grands événements. Et ces grands événements-là, souvent, c'est le sport qui nous l'offre, ou bien c'est la religion à travers la fièvre religieuse. Mais il nous a semblé que, comme vous le disiez tout à l'heure, que malgré le fait d'avoir gagné la coupe, très bien, malgré le fait d'avoir gagné la Coupe d'Afrique, et je sais, pendant une trentaine d'années, les gens courent derrière, cela n'a pas réussi à inhiber les tensions diffuses et profondes que traverse notre société. À telle enseigne que vous avez vu, quelques jours après, le temps politique ou le débat politique ou politicien est revenu à la surface, renvoyé au calendrier grec cette belle victoire. Et d'ailleurs, je pense que le gouvernement aurait peut-être compris en faisant une tournée de la Coupe d'Afrique pour pouvoir maintenir à flot cette actualité de la Coupe d'Afrique. Dans tous les pays. Absolument, absolument. Mais c'est là que vous voyez qu'il y a vraiment des tensions et des moments difficiles au Sénégal. C'est-à-dire que malgré... Normalement, vous êtes ivoirien en 92, quand la Côte d'Ivoire avait gagné la Coupe d'Afrique, le pays a enjaillé pendant au moins 6 mois pour parler abidjanais, quoi. Donc ça paraît 6 mois, les gens avaient oublié tout ça. Gbagbo même était sorti de prison, donc les gens ont fêté, quoi. Pendant 6 mois, l'actualité phare, c'était la coupe et comment célébrer nos éléphants. Et Oufet disait que les éléphants ont grandi maintenant à l'époque. Maintenant, vous voyez, on vient de gagner la Coupe d'Afrique. 2 mois, 3 mois, les gens sont passés à autre chose. Aujourd'hui, c'est les élections. Non, mais on est toujours dans le sport, il y a toujours cette ferveur, n'est-ce pas? Les gens sont toujours contents de soutenir. Je crois que les Lions de la Teranga
reste un élément catalyseur, absolument. qui fédère tous les Sénégalais, quel qu'ils soient. Mais je dis qu'au-delà de la société dans sa globalité, ça dit que la victoire des Lions n'a pas permis de décristalliser très bien les tensions qu'il y a dans l'espace politique. Et c'est ça que je disais que le Sénégal a un problème d'espace politique ou de classe politique. Parce que la politique en soi a tellement vampirisé tout ce qui reste et tout ce qui l'entoure à telle enseigne que on ne voit, on ne vit, on ne respire, on ne se chamaille, on ne se bat que pour la politique au sens de conquête et d'exercice, voire même de transmission du pouvoir politique. Alors, M. Ndiaye, alors que pourtant le sport aurait pu continuer d'être cet élément fédérateur, parce qu'après la Coupe d'Afrique qui a été remportée, il y a eu cette inauguration de ce joyau sportif qu'est le stade d'Ablaye Wade à Diamniadio. Oui, effectivement. On a vu là encore tout le monde être content. Oui. Effectivement, je voulais tout simplement, tout à l'heure, quand Siré a pris la parole, il a parlé de pauvreté, il a parlé des difficultés que les gens vivent. Je voulais tout simplement ajouter un peu là-dessus, en disant tout simplement que la question qu'on se pose aujourd'hui, est-ce que la vie n'est pas absurde? Parce que dans la vie, je pense que nous sommes en train de voir... Restons sur terre. Oui, nous sommes en train de voir cette dualité. Attention, la philosophie est dans le réel. Nous sommes en train de voir cette dualité entre la vie et le bonheur. Et dans la vie, on est en perpétuelle quête du bonheur. Et ça nous amène souvent à faire des choses mais ça ne nous amène pas qui contredisent à désespérer quand même. Qui contredisent le bonheur du moins. Est-ce que vous voyez? Donc, tout à l'heure, Cyril a parlé de désespoir. Voilà. La quête du bonheur, c'est la quête du bonheur, c'est même l'espoir. Oui, bien sûr. Mais le problème, le malheur est que ça nous amène des fois à poser des actes qui sont anti... Ces grands événements nationaux que sont la Coupe d'Afrique qui a été remportée, l'inauguration d'un magnifique stade et les beaux scores que l'équipe du Sénégal a fait. Je suis entièrement d'accord. Il y a des moments dans l'histoire d'un pays où quand même tout le monde doit se retrouver et entrer la hache de guerre. Et je pense que c'est des moments qui sont cristallisés par des événements comme, par exemple... Alors comment ces événements-là n'arrivent pas à planir... Ah non, parce que c'est structurel. C'est des moments qui sont spécifiques. Ce n'est pas continu. Est-ce que vous voyez, la Coupe d'Afrique, on ne la gagne pas aujourd'hui, on la gagne demain, après-demain. Non, on l'a gagnée en 2021. Et 2022. Ça passe. Bon, 2022, oui. Ça passe. Est-ce que vous voyez? Donc ça passe. Ça passe, mais ça reste dans les cœurs, dans les esprits. Ça n'empêche pas. Ça fait du bien. Oui, mais ça n'empêche pas quand même que la réalité vécue par les populations aussi demeure. Est-ce que vous voyez? Donc c'est en quelque sorte quelque chose qui vient, qui imbibe un peu cette vie qu'on n'aime pas, qui est morose, qui est fatigante, qui est difficile, dans laquelle les gens souffrent. Mais au-delà de cela, quand ça passe, parce que c'est des choses qu'on vit au quotidien, ça ne peut pas atténuer de façon perpétuelle, de façon continue, ces difficultés que les gens vivent. Est-ce que vous voyez? Il est bien vrai que quand même, c'est une excellente chose parce que ça permet à certaines personnes qui devaient agir et poser des actes qui ne seraient pas appréciés au moment donné, d'annihiler tout cela et remettre cette personne, voilà, et retourner la personne dans une situation de bonheur. Et ne l'amenant plus à agir de façon contradictoire par rapport à ce qui est incarné par ce que doit être la société. Alors, ce qui est curieux, c'est que quand on regarde les indicateurs économiques, grosso modo, les indicateurs macroéconomiques disent que ça va pour le Sénégal. Le Sénégal aura autour de 6% de croissance économique. Et puis, je voudrais l'illustrer en faisant quelques semaines en arrière. Allons-y.
pour voir le TER, le train express régional, qui est un joyau pour les Sénégalais, qui vient pour changer le cours de la vie des Sénégalais. À la gare emblématique de Diamniadio, le président de la République est accueilli par des ouvriers enthousiastes, certainement heureux de prendre part à cette réalisation d'envergure. Le chef de l'État et la première dame, Madame Marème Sall, prennent place donc sur le premier des 15 trains devant relier le pôle urbain de Diamniadio à Dakar pour le premier circuit. À bord, le voyage se passe dans les meilleures conditions. Au-delà de la sécurité assurée, une climatisation remarquable et un accès au réseau Wi-Fi. Un confort que mesure l'ensemble des passagers. Le président de la République en première ligne. C'est un voyage sécure, c'est aussi un voyage rapide. Là, ils ne sont pas dans les vitesses de pointe. Ils sont à peu près à 60 km à l'heure, mais en pointe, il fait 160 km. C'est plus rapide que les véhicules sur l'autoroute. Donc, il y a la rapidité, le confort, il y a également la sécurité. Parce qu'il s'agit d'assurer une sécurité optimale, aussi bien dans le train, dans son environnement, mais même aussi la sûreté. C'est-à-dire la ligne ferroviaire par rapport à l'extérieur, par rapport à d'autres menaces. Et toutes ces conditions, toutes ces préoccupations sont prises en compte. Donc c'est pourquoi nous sommes très contents vraiment de ce qui est fait aujourd'hui et de cette journée qui est une journée historique pour le Sénégal. Voilà, voici donc une autre occasion d'être heureux et fier d'être sénégalais devant cette avancée technologique et devant ce TER qui permet déjà aux Sénégalais de changer de façon de se déplacer. Absolument. Je le disais tantôt, souvent à chaque fois, nous qui avons un peu la chance de sillonner sur le continent africain, à chaque fois qu'on revient au Sénégal, on se rend compte que le Sénégal est en chantier. Quand on le compare par rapport à ce qu'on voit un peu, il pourrait y avoir de quoi être fier de ce pays-là par rapport au rythme de grands travaux, disons-le comme ça. Parce qu'à côté de ça, à côté du TER, il y a le BRT. Très bien, le BRT, les infrastructures routières surtout. L'autre chose aussi qui vous frappe, c'est la construction des maisons. Moi, quand je descends beaucoup de chantiers. Voilà, beaucoup de chantiers. Ça dénote d'un certain dynamisme. De certain dynamisme. Mais cela cache quelque part des vrais problèmes structurels qui sont du dedans. Peut-être il faut aller à l'intérieur. C'est comme par exemple une marmite qui est mise sur le feu et sur laquelle on a mis le couvercle, on a allumé le feu. Vu de loin, vous pouvez avoir l'impression qu'il ne s'y passe rien. Mais dès que vous enlevez le couvercle, vous allez voir l'eau bouillir. L'État du Sénégal est vu de loin, on a comme l'impression que voilà, tout est en ordre, tout est en règle, on progresse, etc. Mais dès que vous ouvrez le couvercle, ça veut dire que dès que vous rentrez dedans, vous allez voir les contradictions. Et parmi ces contradictions, il y a ce que les économistes appellent l'effet Duesenberg en économie. Je vous explique. C'est-à-dire et la réalité du Sénégal est presque la réalité de beaucoup de pays. Ça veut dire que les structures économiques, nos structures économiques, nous échappent à telle enseigne que quand on regarde nos économies de l'intérieur, on a comme l'impression que tout marche. On a des taux de croissance positifs, on a des immeubles qui poussent ici, on a des routes qu'on construit, etc., etc. Mais derrière tout ça, les fruits de la croissance, comment dire, ne nous appartiennent pas. Les fruits de la croissance appartiennent à autres, ce qu'on appelle les multinationales, l'extérieur. Et c'est ça que, par exemple, les économistes appellent l'effet Duesenberg. C'est un effet de ruissellement qui fait que quand vous voyez l'économie sénégalaise dans ses agrégats macroéconomiques, quantitatifs, synthétiques, tout est bien. Mais quand vous voyez à l'intérieur, c'est presque pourri. C'est comme par exemple un fruit très vert quand on le regarde, mais à l'intérieur, c'est pratiquement parce que, effectivement, les déterminants de la croissance ne sont pas portés par le secteur national. C'est-à-dire que toute la création de richesses va s'évaporer au profit des entreprises qui ont leurs maisons, etc. Donc, quand on est dans ce genre de situation-là, il faudrait peut-être jouer sur les paramètres pour qu'on crée de la valeur au Sénégal, on crée de la richesse. Mais seulement la richesse ne reste pas là parce que nous ne sommes pas les propriétaires de cette création de richesse. Ça, c'est le premier indicateur. Deuxième indicateur aussi,
en économie, la croissance crée de la pauvreté, en réalité. D'abord, la croissance crée de la pauvreté. Mais seulement cette croissance... Ah, ça, j'ai jamais entendu oui, ça. oui, tout à fait, tout à fait. Souvent, les économistes le disent. La croissance crée de la pauvreté, mais c'est seulement dans un laps de temps très court. Et c'est ça la pertinence d'un taux de croissance qui est positif. C'est-à-dire que ça crée des déséquilibres, mais sur une courte durée. Le temps de mobiliser... La croissance positive, ça veut dire que les activités... Voilà, les activités marchent chaque fois, pris à échelle individuelle. On a beaucoup plus de revenus, plus à l'état macroéconomique, le pouvoir d'achat a augmenté chez les populations, les infrastructures, le niveau de la vie, l'inflation a baissé, le niveau des prix général, le budget a un peu grimpé, notre balance commerciale s'est un peu rééquilibrée, etc., etc. Donc, tout ça... il peut y avoir, quand nous sommes dans une perspective de croissance comme cette là, ça peut accroître le niveau de pauvreté, mais ça ne doit pas dépasser 1 ou 2 ans. Et quand ça dépasse 1 ou 2 ans, c'est en ce moment que nous sommes dans des économies extraverties. Et c'est ça qui est arrivé au Sénégal. Ça veut dire que tu peux mettre, prenons le Sénégal de 2012 jusqu'à 2019. On a connu des taux de croissance positifs dernièrement. En moyenne, on était à 6% de croissance. Mais ça ne se traduisait pas dans la vie des populations. Jamais on a été sur une longue période sur des taux de croissance au-dessus de 5%, mais jamais la population n'a été aussi pauvre. Et c'est ça le paradoxe. Et si on était dans une croissance qui crée la pauvreté, mais après qui va relancer, on aurait dû passer 2-3 ans pour revenir. Mais pourquoi? Parce que les fondamentaux de notre économie, nous ne le tenons pas. Ce sont les multinationales qui les tiennent. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, on a une économie extravertie qui fait que malgré les performances que nous allons faire, nous allons enrichir les autres, mais nous n'allons pas nous enrichir. Si par contre, l'essentiel des multinationales, des secteurs privés étaient sous la domination des Sénégalais, on aurait connu ces séquences de pauvreté parce qu'on est dans une rampe de croissance 1 an, 2 ans, mais à partir de la 3e, 4e année, ça va être le ruissellement de l'économie. Parce que l'argent qu'on a gagné, qu'on a performé, va descendre. Est-ce qu'on peut dire qu'on tend vers ça? Pour le moment, pas encore. Parce que les aspects les plus stratégiques de nos économies ne sont pas gérés. Je vous parle de la nouvelle économie qu'on parle, ce qu'on appelle l'économie des données, ne sont pas entre nos mains. Aujourd'hui, vous avez vu le pétrole et le gaz, des richesses immenses. Pratiquement, on a presque tout vendu. Et je vous fais même une révélation de taille. Le gaz que nous avons en partage avec Mauritanie, c'est déjà vendu, Joe. Donc les gens sont, etc. Donc ça veut dire que nos recherches, nos ressources naturelles qui devaient nous permettre de mettre en place des entreprises nationales, étatiques, disons-le comme ça, pour pouvoir engranger, pratiquement on a vendu les licences, ce qui fait qu'on risque d'être, en plus de ce qu'on appelle les énergies, de ne pas être au rendez-vous avec l'économie. Mais quand vous dites qu'on a déjà vendu, il faut bien le vendre pour que ça... non, il ne faut pas le vendre, il faut l'exploiter pour soi-même. Pour qu'il y ait des investissements. Non. Et c'est là où je ne serais pas d'accord. Il faut avoir les moyens d'investir. Non. Et c'est ça la particularité de la mondialisation à cette étape-là. C'est-à-dire que la chose la plus... S'il n'y a pas les moyens pour investir. Non, ce sont les moyens qui sont les plus disponibles à l'état actuel de la mondialisation, au sens de finance. Dans le monde ancien, ce qui était le plus difficile, c'était le capital. Mais aujourd'hui, dans le monde actuel de la mondialisation que nous vivons, les deux choses les plus présentes, c'est la technologie et le capital. Ça veut dire qu'aujourd'hui, prenez le modèle de Dubaï. Et le modèle de Dubaï a très bien compris ce qu'il faut faire. Dubaï, actuellement, les compétences les plus recherchées dans le monde du pétrole et du gaz, ils vont aller chercher des emplois à Dubaï. Les Dubaïens ne vont pas... Dubaï n'a pas vendu son pétrole pour qu'on l'exploite. Aujourd'hui, je donne un exemple. Les plateformes pétrolières au Brésil, on vous vend une plateforme pétrolière comme on vous vend un 4x4. Ça veut dire que vous payez le prix nécessaire, on vous installe la plateforme pétrolière. Vous avez une rente qui est le pétrole, vous pouvez l'indexer à votre paiement à chaque fois que vous puisez de trucs et révolue. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, ne rien comprendre à l'économie actuelle, c'est de vendre ce qu'on appelle ces matières premières, ces ressources. Vous ne verrez jamais un pays sérieux, que ce soit les États-Unis, l'Europe, la Chine, découvrir son pétrole et aller le vendre, son exploitation à des multinationales. Aujourd'hui, et c'est beaucoup plus dommageable, que les compétences les plus recherchées dans le métier du pétrole et des gaz sont des compétences africaines. Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous avez la ressource, vous avez l'argent
aujourd'hui avec des réserves partout sur les places financières au monde, Londres, Hong Kong, etc. Vous pouvez lever n'importe quel volume financier que vous voulez. Dès lors que vous avez un titre minier, vous pouvez lever énormément d'argent. Vous avez la ressource, vous avez le capital qui est disponible à travers les places boursières, mais il vous reste les compétences. Mais les compétences, vous les payez et vous les récupérez partout à travers le monde où ils sont, comme Dubaï l'a fait. Aujourd'hui, les plus grands ingénieurs à l'époque de l'Union européenne, mais ils vont aller s'inscrire dans les cabinets de recrutement au niveau du... Je donne un exemple. Ils étaient payés 10 000 euros. Les Dubaïens leur proposent 30 000 euros, mais ils vont venir. Ils vont travailler, on va les rémunérer et la ressource va vous appartenir pour des générations. Et c'est ça le modèle que les Africains devraient faire. C'est pourquoi quand j'entends qu'on a vendu des, comment on les appelle, des puits de pétrole, mais... Les blocs pétroliers. Mais je tremble, on ne les vend pas ça. On les vend, on les exploite. Ok, on aura l'occasion de revenir là-dessus. Restons encore dans notre société au Sénégal. Question encore, est-ce que tout ce que vous avez expliqué peut justifier le malaise, le mal-être qu'on a ressenti quand il a été annoncé que 11 bébés sont morts dans un incendie dans un hôpital à Tivaouane? Moi, je vais reformuler la question. Est-ce que tout ce qui a été dit peut empêcher que la cristallisation des problèmes que nous avons dans ce pays-là existe? Et je dirais, bien sûr, si je me réfère à ce que Siré a dit, je pense qu'il est fondamentalement en train de parler de la nécessité d'industrialisation de notre économie. Au lieu de tout la reprise en main de l'économie. Voilà, c'est-à-dire il faut industrialiser ces ressources premières, ces matières premières que nous avons aujourd'hui. Nous devons chercher à les transformer chez nous. Et pour les transformer chez nous, c'est pas quelque chose de diable. Parce que vous voyez, on peut le capital humain, on peut l'avoir, c'est-à-dire les ressources humaines, on peut les avoir. Les ressources financières, on peut les avoir parce que nous avons la matière première. Les gens cherchent ce que nous avons. Est-ce que vous voyez? Et ce que les gens n'ont pas, ce que nous n'avons pas, est plus facile à retrouver que ce que les autres n'ont pas. Je pense que il faut un peu plus de sérieux dans ce que nous faisons dans nos pays en Afrique. Ce qui s'est passé à Tivaouane, par exemple, est déplorable et pouvait être vraiment évité. Et tout ça... Comment ça s'explique Non, la négligence, je pense que c'est une négligence seulement, une négligence de la part de ceux qui ont installé peut-être, comment on appelle ça, le circuit électrique. Est-ce que vous voyez? Parce que fondamentalement, il devrait avoir un système qui allait couper totalement le courant s'il y avait un court-circuit qui sort. Et ça n'a pas eu lieu. Et je pense que c'est ça qui a fait qu'aujourd'hui, l'incendie s'est produit. Et c'est quelque chose qui pouvait être évité. Maintenant, c'est passé. Bon, j'ai pris cet exemple. Il y a eu aussi celui de la dame qui est allée pour accoucher, Madame Sopna. Voilà. Vous parlez de négligence toujours. C'est toujours la négligence. Quel lien vous faites c'est le manque de professionnalisme, si vous voulez. Est-ce que vous voyez? C'est le manque de professionnalisme. Parce que quand on est payé pour quelque chose, il faut s'assurer que le travail pour lequel on est payé, d'abord, on est capable de le faire, c'est-à-dire on a les compétences de le faire. Ensuite, qu'on s'engage à le faire, c'est-à-dire qu'on soit professionnel dans l'exécution du travail. Tout ça, et c'est ça qui nous manque. Il y a certaines personnes aujourd'hui sont comment contents. vous justifiez ça? Mais, je pense... Le manque de professionnalisme. C'est le manque de patriotisme. C'est ma justification sur cela. Je pense que c'est un manque de patriotisme seulement. Parce que il y a des choses... Moi, c'est une honte pour moi que les gens entendent que dans mon pays, au Sénégal, que cela s'est passé. Ah, ça a été un gros choc. Hein? Est-ce que vous voyez? Donc, c'est un manque de patriotisme. Si les gens qui étaient en train de faire cette installation ont pensé à ce que éventuellement un mauvais travail pouvait amener comme conséquence, une de ces conséquences étant ce que nous avons vécu, je pense que ça n'allait pas se passer. Si les dames qui devaient accueillir cette Sorna, Fatou, je pense c'est comment Fatou Sorna,
qui devait accoucher et qui on n'a pas assisté pour qu'elle accouche dans des conditions normales. Et pourtant, elle était dans les locaux. Oui. Et je dis que c'est un manque fondamental de professionnalisme de sa part de ces gens-là et de patriotisme. Parce qu'il dit que cet enfant-là n'allait pas demain être le catalyseur du développement du Sénégal. On ne sait pas. Donc tout ça, je pense que fait que des vies humaines sont parties. Voilà. Comme ça. Okay. Voilà. Alors, je voudrais vous faire revivre ces instants. Le président Macky Sall a dû abandonner le sommet auquel il participait en Guinée équatoriale pour venir réagir ici au Sénégal. Et il s'est rendu à Tivaouane, à l'hôpital, et il a fait une grande déclaration. On regarde d'abord, et puis ensuite on va commenter ses décisions. Le chef de l'État sénégalais Macky Sall s'est rendu hier, vendredi 27 mai, dans la ville de Tivaouane, où a eu lieu l'incendie qui a coûté la vie à 11 bébés mercredi soir. Il a ordonné que l'ensemble des services de néonatalité soient audités dans leurs installations, mais aussi demande à ce que les équipements adéquats soient installés dans les hôpitaux. Macky Sall a aussi reconnu que le système de santé est marqué par une obsolescence. Nous allons poursuivre cet effort de modernisation pour regarder ce qui ne va pas afin que l'hôpital ne soit plus un espace de désespoir ou de tragédie, a poursuivi le président Macky Sall, qui a écourté son séjour à Malabo en Guinée équatoriale où il prenait part au sommet extraordinaire de l'Union africaine sur les crises humanitaires, le terrorisme et les coups d'État. Il a tenu à appeler à la responsabilité et à la prise de conscience pour que chacun exerce son métier. Le chef de l'État dit avoir ordonné une mission de l'inspection générale d'État en vue de contrôler la qualité des infrastructures dans les différentes structures sanitaires du pays. Jeudi soir, face aux parents éplorés, Macky Sall a assuré que l'État sera à leur côté et que la lumière sera faite sur cette affaire. Il leur a aussi promis de voir dans quelle mesure le procureur de la République, qui a ordonné une autopsie des dépouilles, pourra leur permettre d'inhumer leurs enfants le plus tôt possible. En plus, le président de la République a offert un appui financier à chaque famille. Selon Cheikh Alioune Seck Koundoul, père de l'un des bébés décédés, il s'agit de 2 enveloppes pour chaque couple, l'une pour le père et l'autre pour la mère. Vous parliez de désespoir tout à l'heure. Le président de la République a dit qu'il faut que l'hôpital ne soit plus un lieu de désespoir. Au-delà de l'hôpital, il faut que le Sénégal... Mais c'est déjà un symbole. C'est un symbole. Ce qui s'est passé... Que la santé soit malade. Absolument. Et ce qui s'est passé à travers la mort des 11 bébés calcinés renvoie en réalité de ce que nous sommes au plus profond de nous-mêmes, quoi, quelque part. Ça renvoie la négligence. Au-delà de la négligence, à l'homo sénégalensis, tel qu'il se conçoit, qu'il se voit et qu'il se pose par rapport à l'espace public et par rapport à ce qu'on... l'intérêt général. L'intérêt général, disons-le comme ça. D'abord, je vais aller très loin, parce qu'il faut aller aussi très loin, même du point de vue de la religion. Il y a beaucoup de Sénégalais qui ont pris peut-être la religion du mauvais bout, en faisant une forme de fuite en avant, au sens de la déresponsabilisation, à telle enseigne que quand il y a ces événements malheureux, on dira que c'est Dieu en a voulu ainsi. Mais avant que Dieu n'en veuille ainsi, ce sont les hommes qui ont posé ces actes. Première chose. Deuxième chose, à mon avis, ça relève plus des questions de management. Et plus particulièrement dans le management, le chapitre qu'on appelle la démarche qualité. Sécurité, qualité, etc. Parce que hygiène, sécurité, qualité. C'est ça, de ça qu'il s'agit, exactement. Parce que d'abord, il faut s'interroger, est-ce que la construction de cet hôpital est aux normes, d'abord, la première chose. Parce que si c'était en norme, à l'heure actuelle de la technologie, ou avec des détecteurs d'incendie qui ne coûtent même pas que 2000 francs CFA, Joe, on aurait pu, etc. Aujourd'hui, il y a la technologie qui vous permet qu'à chaque fois qu'il y a des courts-circuits, l'électricité est coupée en soi et l'alerte est donnée. Mais ce qui s'est passé à Tivaouane, et souvent on ne le dit pas, c'est que les bébés sont morts calcinés. C'est-à-dire qu'ils ont été brûlés pendant des heures et des heures sans pour autant que personne ne s'en rende compte. Et c'est ça qui est dramatique. Aujourd'hui, quel est notre rapport avec la technologie? Aujourd'hui, quel est notre rapport avec la modernité quelque part? Quel est notre rapport avec le management des services publics, surtout les services de santé? À mon avis, la faute, c'est la démarche qualité. Est-ce que nous avons intégré dans nos axes de management public
dans nos stratégies la démarche qualité qui veut que véritablement beaucoup de drames pouvaient être évités si les gens se mettaient à l'heure de la qualité ou de la démarche qualité tout court. Ok, merci beaucoup pour toutes ces explications que vous donnez. Maintenant, vous l'avez dit, hein, le bout, tout ça se retrouve dans le marigot politique et nous avons fait une sorte de synthèse, hein, parce que dans quelques moments, on aura les élections législatives et ça aussi, c'est une occasion de tiraillement entre le pouvoir et l'opposition. Synthèse que nous propose Alioune Gaye. Yewwi Askan Wi et Wallu Sénégal ont décidé de se rejoindre dans les départements pour une liste commune. Il a été ainsi convenu que chaque coalition vienne renforcer l'autre dans un département où elle est dans une position favorable. Du point de vue national, chaque coalition aura sa liste nationale qui lui est propre. Dans certains départements, Yewwi va investir des candidats de Wallu, mais avec la bannière Yewwi. Dans d'autres départements, Wallu va investir des candidats de la coalition Yewwi Askan Wi, mais sous la bannière Wallu. Ousmane Sonko a été désigné tête de liste de la coalition Yewwi Askan Wi. C'est un plan stratégique que nous avons dénommé PDF, pour ne pas dire plan Déthié Fall, confirme un haut responsable de Wallu qui précise que Déthié Fall était au centre de toutes les manœuvres pour rapprocher les deux coalitions. Après le dépôt de la liste, des erreurs ont été notées sur la liste paritaire de Dakar. Barthélémy Diaz tente de s'introduire dans les locaux de la Direction générale des élections, mais c'était très tendu entre lui et les forces de l'ordre. Le maire de Dakar et sa coalition Yewwi Askan Wi dénoncent une tentative de forclusion de leur liste qu'ils ont déposée pour la région de Dakar. Nous avons la Direction générale des élections qui est bien sûr sous les ordres, qui décide de ne pas faire respecter la loi. C'est la raison pour laquelle j'ai convoqué ce point de presse. Je le dis ici avec force. Je persiste et je signe. Dakar restera debout. Ces gens ont cherché à faire disparaître la ville de Dakar. Ces gens ont cherché à nommer le maire de Dakar par décret présidentiel. Ces gens ont révoqué le maire de Dakar, l'ont emprisonné et se sont arrangés pour le rendre inéligible. Aujourd'hui, ces gens ont décidé que les 7 députés de la ville de Dakar, ils vont le voler au peuple de Dakar. J'invite le peuple de Dakar à se mobiliser. Autant de temps que ça prendra, autant de jours que ça prendra, autant de sacrifices que ça prendra, faites-nous confiance, nous resterons debout. La coalition Benno Bokk Yakaar n'a pas tardé à réagir. Alioune Ndoye et compagnie appellent Barth à la raison. Nous avons tenu à faire rapidement ce point de presse pour demander à ce que les esprits se reprennent, pour dire qu'ici, au Sénégal, nous n'accepterons plus en tant qu'acteurs politiques que des gens puissent penser qu'ils sont au-dessus des lois et règlements de ce pays et qu'in fine, seule leur volonté peut s'imposer dans ce pays. Nous sommes tous soumis aux lois de cette République qui nous encadrent et qui nous obligent. En tout cas, nous, de notre point de vue, au moment où nous vous parlons, nous avons eu à nous soumettre en tant que coalition à ce que dit la loi sénégalaise, le code électoral sénégalais. Sur le parrainage, sur la composition des listes, le respect de la parité, etc. Parce que c'est cela qui s'impose à nous en tant qu'acteurs politiques. Les lois sont au-dessus de nous, nul n'est censé les ignorer et nul n'est au-dessus de ces lois. Et ça, nous tenons à le rappeler de façon ferme. Dans un communiqué, la Direction générale des élections condamne et regrette cette tentative d'intrusion dans leurs locaux. Elle rappelle également que les mandataires dûment investis par les coalitions sont les seuls interlocuteurs de ladite commission et qu'aucune dérogation à ce principe n'est prévue par la loi. Voilà, la situation est tendue. On a d'un côté le pouvoir, de l'autre côté l'opposition. Vous êtes président, M. Ndiaye, vous êtes président d'un parti politique. Qu'est-ce que vous pensez de cette atmosphère très crispée, très tendue? Oui, c'est regrettable. Il faut dire que vous êtes un parti de l'opposition. Oui, je suis un parti de l'opposition, mais je demeure républicain. Je pense qu'aujourd'hui, il y a une loi, il y a la loi qui est
qui est voté et qui a ses tenants et des aboutissants, et que nous sommes tous appelés à la respecter. À la respecter dans ce sens que c'est notre, si vous voulez, baromètre commun. Ouais. Cette situation, si on n'y veille pas, risque d'amener le pays dans une turbulence incontrôlée. Et c'est pourquoi moi j'appellerai tout le monde, les uns et les autres, à la retenue. Et qu'on mette au devant de la scène l'intérêt du Sénégal, l'intérêt du peuple sénégalais, et qu'on essaie de mettre de côté les intérêts personnels. Alors vous, en tant que président de parti, c'est votre message, mais quelles sont vos actions sur le terrain face à cette situation tendue, peut-être pas seulement au plan politique, mais aussi au plan social? Oui, bon, au plan social, j'essaie de faire comprendre à ceux qui peuvent m'écouter que ce n'est pas la fin du monde. Qu'est-ce qui n'est Il pas faut la fin du qu'il y ait... monde? Non, que par exemple, une liste ne soit pas validée, ce n'est pas la fin du monde. La solution aujourd'hui, si on se réfère à la loi, c'est quoi? C'est que Yewwi ne doit pas aller aux élections au niveau de la ville, c'est-à-dire la liste nationale est foreclose, et que, d'après ce que Yewwi disent aussi, avec la jurisprudence Malick Gakou, la liste de, comment on appelle ça, de Benno Bokk Yakaar ne doit pas aller aux élections. Maintenant, si on veut appliquer la loi, c'est-à-dire ni Yewwi ira aux élections sur la liste, au niveau sur la liste proportionnelle, ni Benno n'ira aux élections. Maintenant, est-ce que on peut envisager une élection dans ce pays-là sans Benno Bokk Yakaar? Je pense qu'il faut quand même, essayer d'être plus raisonnable. Est-ce que vous voyez? Aujourd'hui, des élections ne peuvent pas se passer ici sans pour autant que, comment on appelle ça, Benno Bokk Yakaar participe. Aussi, ce ne serait pas raisonnable aussi d'avoir des élections sans que Yewwi Askan Wi participe. Maintenant, il faut essayer de trouver un compromis qui obéit à la loi et qui va conserver, qui va, si vous voulez, maintenir le Sénégal dans le calme et dans la paix. Moi, à mon niveau, c'est mon point de vue, parce que si le Sénégal brûle demain, tout le monde va le sentir. Tout le monde va le sentir. Donc, si on peut éviter, je pense que ça nous renvoie à la question initiale de cette rencontre, le Sénégal veut-il basculer? Et je dis, aujourd'hui, le Sénégal ne peut pas vouloir basculer. Quand on regarde les acteurs politiques? Voilà, quand on regarde les acteurs politiques, je dis que à travers les dires, si rien n'est fait, le Sénégal risque de basculer. Donc je pense qu'actuellement, il va falloir quand même qu'on se retrouve autour d'une table, essayer de discuter, qu'il y ait des consensus de part et d'autre, qu'on essaie de voir ce qui peut être, on l'adopte, et ce qui ne peut pas être, on le met de côté. Parce que ce qui ne peut pas être, c'est quoi? C'est ce qui peut amener ce pays-là à basculer. Ok, merci beaucoup, M. Ndiaye. Oui. M. Siré, quelqu'un a dit que le dialogue, c'est l'âme des forts, je ne sais pas, mais il faut des fois qu'il s'établisse aussi à un certain nombre de conditions. Quand on regarde ce qui s'est passé en 2021, quand on regarde ce qui est en train de se passer en 2022, les élections législatives, quand on entrevoit la perspective de 2024, qu'est-ce que tout cela vous inspire? Pensez-vous qu'il y a possibilité pour le pays de se ressaisir? Ouais, il faut que et ça, c'est ce que tout le monde souhaite, justement. Absolument. Jean-Paul Sartre disait que pour élever le niveau d'un pays, il faut d'abord élever son niveau de langage. Et le niveau de langage qu'on assiste ces derniers temps ne va nous mener qu'à la confrontation. Et d'ailleurs, du point de vue purement historique, en 1994, c'était le 16 février, ça a coïncidé avec un mercredi. Il y a eu
des remous et des tensions vives ici au Sénégal, surtout avec le meeting de Abdoulaye Wade qui avait dit à la jeunesse, vous voulez marcher, marchez. Et avec le mouvement Moustarchidine. Demain, ça va coïncider un mercredi. Et tout le monde sait qu'il y a une force de frappe de ce qu'on appelle les Moustarchidine, un parti politique aussi pur. Donc, il peut y avoir des psychoses. Mais sur cette question-là, j'ai envie de dire que la classe politique a fauté et le Conseil constitutionnel a déconné. Oui, tout à fait grave. Pourquoi la classe politique a fauté? Et quand je parle de classe politique, je parle de l'opposition comme le pouvoir et tout. Ils ont fauté pour la simple et bonne raison qu'eux-mêmes ont reconnu leurs propres erreurs. Déjà, Yewwi Askan Wi, par la bouche du président Ousmane Sonko, a reconnu eux-mêmes avoir fait des erreurs sur la confection de leur liste. Le parti au pouvoir a reconnu de manière implicite avoir commis quelques erreurs matérielles, ils le disent. D'autres qui ont été recalés disent qu'ils ne comprennent pas la décision de la Direction générale des élections de ne pas passer le filtre des parrainages. Donc, quand nous sommes dans même Art Sénégal, l'autre coalition, par la voix de Thierno Alassane Samb, a dit quelque chose de très grave. C'est pourquoi je dis il a dit que, et d'ailleurs, si le parti au pouvoir a fait des erreurs et qu'il le reconnaît, si l'opposition significative, Yewwi a fait des erreurs et le reconnaît, donc c'est bien pour eux que ces deux partis-là ne partent pas aux élections. Mais les deux partis ne partent pas aux élections ne dit pas systématiquement qu'il y a des renvois de voix. En gentleman, en vrai démocrate, il faut travailler à ce que tout le monde puisse participer et non pas que les ennemis. Donc ce qui fait que, grosso modo, la classe politique dans son ensemble, ayant reconnu des erreurs matérielles dans la confection de ces listes-là, et pourquoi ils ont déconné? Il y a deux choses. Les juristes disent que nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude. Parce que comme disent les latins, nullum sanctitur ignorarem legem. Nul n'est censé ignorer la loi. Mais c'est le président Ousmane Sonko, à mon avis, qui a fait que l'opposition, toute la classe politique a déconné parce qu'il a dit qu'eux, ils ne cherchent pas un compromis possible. Tout ce qu'ils veulent, et c'est là où se réside l'origine de la faute, qui fait qu'ils n'ont pas facilité la tâche au niveau du Conseil constitutionnel. Ça veut dire que, comme tous les acteurs ont fauté, il ne fallait pas avoir un discours jusqu'en boutiste, mais ouvrir une brèche d'une possible renégociation entre les acteurs politiques parce qu'il s'agit de la chose électorale. Mais le fait que le président Ousmane Sonko, dans son discours, a bouché tous les trous, a fermé portes et fenêtres, a fait que finalement, on n'était que dans cette approche de confrontation. Une sorte de tunnel. De tunnel. Et comment le Conseil constitutionnel a déconné? Parce que le Conseil constitutionnel a mis un peu du feu dans. Parce qu'il faut que le Conseil constitutionnel comprenne qu'il est appelé à se prononcer, non pas sur la seule base de la loi, mais aussi en invoquant le droit. Parce que le droit est beaucoup plus large que la loi. Par exemple, la jurisprudence qu'il a donnée là, il a été arrimé par rapport à la loi. Et il arrive dans des moments, dans des sociétés, où face à l'application ou à l'applicabilité de la loi, ça peut nous mener vers une impasse. Il ne faut plus faire du juridisme, mais il faut faire du management juridique ou de l'intelligence juridique. Et c'est en ce sens-là que le Conseil constitutionnel a déconné, parce que le Conseil constitutionnel s'est arrimé à la loi alors qu'il devait faire le droit. Et faire le droit, c'est quoi? C'était pour voir que tous les acteurs ont commis des fautes dans la confection de ces listes-là, et que s'ils se prononçaient la loi telle que la loi, pratiquement il y aurait un désordre plus que de l'ordre, autant donner une décision qui va renvoyer les acteurs dos à dos. Et je pense qu'aujourd'hui, la décision de sage, comme on l'a dit, parce que là, finalement, la différence entre quelqu'un d'intelligent, la classe politique, ils sont intelligents, mais les conseils constitutionnels, ils sont des sages, c'est que l'intelligent, il résout des problèmes, alors que le sage, il évite des problèmes. Le Conseil constitutionnel aurait dû éviter un problème en renvoyant dos à dos les acteurs pour leur dire que votre liste suppléante ne passe pas là où l'autre, c'est son liste. Alors on a dit la liste, pas les listes, et par voie conséquente, ayant constaté des manquements ça et là, de reporter ou de renvoyer les acteurs à une nouvelle partie.
depuis le processus électoral. Et c'est à eux de choisir à quel niveau du segment du processus électoral. Est-ce que c'est les parrainages ou bien c'est au niveau de confection liste et de les renvoyer dos à dos puis qu'ils aillent reconfectionner en drainant étudiants. Mais le fait qu'il a tranché comme ça, il a été certes dans la loi, mais il n'a pas été dans le droit parce que le droit dit la liste. Au singulier, il ne saurait y avoir d'un acte détachable, comme disent en droit administratif, la liste suppléant des listes. C'est la liste suppléant et la liste des titulaires qui forment la liste. C'est comme la pièce d'une monnaie entre le pile et le face qui fait que vous êtes la monnaie. Si vous avez 1000 francs, alors que le recto est 1000 francs, dans le verso il n'y a rien, ce n'est pas recevable à la boutique Joe. C'est comme les listes électorales. On parle de la liste. Il faut nécessairement qu'il y ait de la liste des titulaires. Et puis, troisièmement, j'ai envie de dire tout ça pour ça. Parce que les députés qu'on va élire, dans 2 ans, on va dissoudre l'Assemblée. Pourquoi créer cette situation-là? Parce que dans 2 ans, on va aller à une élection présidentielle. N'importe quel président qui va venir, la première chose à faire, c'est de dissoudre l'Assemblée. S'il n'a pas la majorité. Même si c'est le président Macky Sall qui fait candidat et qui revient, le pays sera tellement en désordre qu'il sera obligé de dissoudre cette Assemblée et de redémarrer à zéro. Donc, pourquoi le Conseil constitutionnel, juge en dernier ressort, n'a pas vu ça venir dans l'espace de 2 ans. Mais rien n'est perdu. Oui, mais il faut que, mais à l'état actuel de la décision, parce que là on parle de décision, il ne reste que la confrontation sur le terrain, parce que le Conseil constitutionnel a dit ce qu'il estime être la loi, mais il n'a pas dit le droit. Et entendu, Yewwi Askan Wi ne sera pas candidat, là où l'enjeu c'est quoi? C'est Sonko qui ne sera pas député. Et quand il ne sera plus député, peut-être, il sera beaucoup plus, le procès va beaucoup plus s'accélérer, je n'en sais pas. Et c'est vers cette impasse-là que le Conseil constitutionnel, dans la sagesse qui est reconnue en eux, au point qu'on les appelle les sages, devrait aller au-delà de la loi pour voir le droit. Parce qu'en définitive, appliquer des lois qui créent le désordre, il faut mieux choisir le consensus et le dialogue qui créent de l'ordre. On garde quand même espoir que les choses vont se faire sans trop de tiraillements. Écoutez, il n'y a aucune... Et que tout le monde va retomber sur ses 2 pieds. Il n'y a aucune assurance par rapport à cela. Hein. Vous êtes sceptique? Je suis très sceptique. Très sceptique. Mais d'où notre question. Je voulais tout simplement dire à mon... Le Sénégal veut-il basculer? À mon ami. Oui, bon, on va continuer cette discussion offline, Siré et moi. Et je vais répondre à votre question. Est-ce que le Sénégal veut basculer? Je dirais que le Sénégal ne veut pas basculer, mais il y en a qui veulent faire basculer le Sénégal. Ok. Je pense qu'on a fait le tour de la question. Maintenant, libre à nos auditeurs et à nos téléspectateurs de prendre la mesure de la chose. Et puis chacun à son niveau, je pense, au niveau des hommes politiques que vous êtes, chacun pourra faire en sorte que ce basculement n'ait pas lieu. Parce que ce n'est pas dans notre intérêt. Ce serait l'incertitude totale. Nous pensons que ça va aller et que chaque nation vit des fois des moments difficiles et finit par se retrouver. Merci beaucoup à vous d'être restés en notre compagnie pour cette émission Tribune du mardi. La semaine prochaine, nous nous retrouverons pour un autre sujet concernant l'actualité vécue, soit ici au Sénégal, soit dans un autre pays africain. Merci beaucoup, M. Ndiaye. Merci beaucoup, M. Siressi. Au revoir et à bientôt.